Aujourd'hui, je vais te parler de KidSuper. Si tu t'intéresses ne serait-ce qu'un peu à la mode et que tu ne connais pas cette marque, t'as clairement raté un truc. Mais avant tout, je te pose juste là. Voilà, c'est mieux comme ça. Avant d'être un nom qui résonne dans le game de la mode, Colm Dylan était un peu le gamin surdoué mais qui est au fond de la classe et qui avait les rêves pleins à la tête. Né à New York City dans les années 91, les parents de Colm Dylan ont beaucoup voyagé dans leur vie. Ils ont déménagé pour se rendre à Mexico, puis ils ont emménagé dans le Wisconsin et ils sont revenus au final à New York City quand il avait plus ou moins 12 ans. Ce qui fait qu'il a beaucoup bougé et baigné dans plusieurs cultures, modes de vie et réalités sociales. Je pense que c'est ça un petit peu qui a forgé du coup la marque au final et qui a fait les fondements de la marque KidSuper. Il y a 12 ans du coup il est là à New York City, c'est une big ville et il y a énormément de mix culturels, de mix underground surtout, c'est ça qui le plaît de ouf, le underground, et ça va devenir vraiment son ADN, sa façon de s'habiller, de se vêtir, ses potes et tout, le football, il kiffe le foot. Malgré ça, ça a toujours été le mec un petit peu timide, un petit peu gêné, un petit peu au fond de la classe justement pour cela, un petit peu réservé. Il s'est jamais vraiment adapté à un seul et même endroit, il a toujours bougé du Wisconsin, c'est un peu le village quoi. Tu vas à Mexico, Mexico c'est totalement différent culturellement parlant, Mexico c'est extrêmement riche pour finir au final à New York City. Le melting pot culturel à son paroxysme genre. Tout ça fait que ça a été un peu difficile de s'adapter quoi. Mais faut savoir également que l'instinct entrepreneurial il a ça dans le sang. Ses parents même étaient vendeurs de rue, ils vendaient pas mal de choses dans la rue directement, ils étaient vraiment commerçants quoi. Dans la manière la plus brute et la plus dure, ça a un petit peu, voire même un petit peu beaucoup forgé son esprit entrepreneurial et ce dès son plus jeune âge. À savoir également que sa mère est originaire de l'Espagne si je dis pas de bêtises et que son père est irlandais. Ses parents ont souvent été à l'étranger et ont laissé du coup très livré à lui-même dès son plus jeune âge. Pas dans le mauvais sens hein. Ses parents, il a une relation extrêmement fusionnelle avec eux, on le verra par la suite. Ils ont souvent été en Europe et l'ont laissé à New York City. C'est sûr, c'est ça qui a fait que du coup il a grandi extrêmement rapidement. Enfin, dès petit, il a commencé à vendre, à attirer l'attention et à se créer des connexions. Mais vraiment pas des connexions inutiles. Dès son plus jeune âge, il a su quelle était l'importance d'avoir des bonnes connexions dans la vie quoi. Faut savoir également qu'il a su directement quel était l'impact de la mode dans la ville de New York. À l'école, surtout à cette époque-là, il fallait porter du Supreme, des grandes marques, des belles sneakers, bien Nike. Il fallait avoir une bonne garde-robe en gros. Mais le problème du petit Colm, c'est qu'il avait pas forcément les moyens de s'acheter des t-shirts box logo Supreme à 400 balles. Et donc, à partir de cela, il a sa solution. Créer ses propres vêtements. Je vous resitue juste un petit peu dans l'histoire. Il vient d'avoir ses 15 ans. Il faut savoir que Colm est un gars archi intelligent, mais vraiment. Il a été admis dans l'une des instituts les plus prestigieuses de New York, la Brooklyn Technical High School. C'est un lycée d'élite un petit peu spécialisé dans tout ce qui est scientifique, etc. Au niveau du fait que ce soit un lycée sélectif, mettons un petit peu dans la tête que c'est un lycée genre comme un petit peu Louis le Grand ou Henri IV à Paris. Aussi sélectif que ça, genre. Du coup, à 15 ans, dans ce même établissement, il a pour idée de commencer à commercialiser ses t-shirts. Pour cela, il se rend dans une boutique avec ses t-shirts blancs, ses fameux blancs, et il va floquer tous ses t-shirts avec un petit peu ce qu'il a dans la tête, ses petits logos, ses petits designs qu'il avait, qui faisaient un petit peu par-ci, par-là, et qu'il trouvait cool. Il a pris ça sur ses t-shirts et il s'est rendu dans son bahut avec ça, dans la cafétéria. Il a commencé à vendre. Et là, il a sa première frustration, son premier déclic. À 15 ans, il se rend compte que l'image de marque, c'est ce qui fait le fondement d'une marque, surtout une marque jeune comme la sienne. KidSuper n'était pas encore en place, mais il s'est déjà rendu compte que le branding c'était très important, car les premières personnes elles étaient là en mode ouais tes t-shirts ils sont cool mais c'est quoi la marque, ouais mais pourquoi il y a pas de logo, ouais mais ton t-shirt il est chelou, il y a des fleurs dessus, moi il faut au moins qu'il y a une petite marque, t'as vu, genre Adidas, genre Supreme, t'as vu, genre Nike. Il s'est vraiment confronté à ses premières frustrations, ses premiers échecs liés à son branding, à l'identité visuelle forte qu'il n'avait pas encore. Il a pris ces échecs là et il s'en est servi pour l'étape juste après. Donc là, il a le business, la créativité, la débrouille. Mais il doit quand même transformer tout ça en une véritable marque. Et c'est là que naît l'idée de KidSuper. En 2010, il est du coup accepté à la NYU, la New York City University, pour apprendre les mathématiques. Colm Dylan adore les défis, résoudre les problèmes son combat, genre, mais vraiment. Mais l'art et la création sont toujours au centre de sa vie. Il fait également partie de l'équipe de football universitaire à côté de ça. Et en parallèle, il bosse énormément pour sa marque. Il se lie d'amitié avec pas mal de personnes, que ce soit dans la musique, dans les vêtements, dans tout ce qui avait un rapport avec l'art, etc. Il se lie d'amitié avec des gens archi fans. Et ça se voit même qu'il est archi fan, ce type, c'est un délire. Dès que tu le vois, tu sais qu'il est marrant, tu vois,
Tu sens qu'il est drôle, genre. De base, il faut savoir qu'il voulait appeler sa marque Super Kid. Le message derrière, en gros, c'était rester jeune et rêver grand. Car c'est vraiment son mantra. Mais ses potes trouvaient que Kid Super, ça a sonné mieux. Et donc, du coup, c'est resté la marque depuis NYU jusqu'à maintenant. En 2010, c'est là qu'il a son premier gros contact qui va commencer à propulser sa carrière. Il était encore à NYU. Il faut savoir qu'à l'époque, Facebook, c'était vraiment l'application, le site web pour avoir des connexions, quoi. Le réseau social par excellence, c'était Facebook. En 2010, c'était un délire Facebook. Et il a commencé à parler avec des proches de Mac Miller, commençait à avoir une certaine renommée internationale à cette époque-là. On commençait à entendre de plus en plus son nom, quoi. Il commençait à être de plus en plus fame. Et ouais, Mac Miller, c'était un délire. C'est vraiment un chanteur que je kiffais de ouf, Mac Miller. Je me rappelle quand il était décédé, j'étais vraiment pas bien. Mais vraiment pas bien. Genre, en boule dans mon lit, quoi. Fragile. Mac Miller et lui étaient plus ou moins de la même génération. Et un jour, comme ça, Mac Miller, il se rend à New York. En mode knock knock knock. Comme il était là, il était choqué. Mac Miller, ouais, il faut savoir que c'était quand même, ça commençait à être une resta, quoi. Et tu vois, il est là chez toi. C'est comme s'il y a Aya Nakamura là qui vient et qui knock 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 dans ma porte et qui me fait ouais, Abdoulaye, ça vaut quoi. Mes potes m'ont dit que sur Insta, tu faisais de la photo. Viens me prendre en photo, t'as vu? Mais il faut savoir que Mac Miller est une personne avec un cœur sur la main de ouf. Et c'est une personne qui se prend grave pas pour quelqu'un de ouf, quoi. Enfin, et directement, il est en mode hey, ça va ou quoi, mon pote? Enfin, directement le chat. Et rien que pour ça, franchement, c'est pour ça que ce mec-là, oh, Mac Miller, c'était Mac Miller. Je vais pas dire que j'étais fan de lui, mais j'aimais vraiment beaucoup sa chanson, j'aimais vraiment beaucoup sa musique. Et le fait qu'il soit parti, même ouais, sa relation avec Ariana et tout. Même quand il est mort, bah, Ariana, elle était pas ouf non plus. Il fallait être un peu en mode ah. Mental health is so important. People don't pay enough mind to it. You're trying to put on facade, trying to keep up. People don't pay attention to like what's happening inside. You know, I'm so sorry. Le lien est passé directement, ils sont devenus archi potes. Comme directement, il a fait essayer des vêtements à Mac Miller. Mac Miller a kiffé les vêtements, il a kiffé les designs, il l'a trop aimé. Il était grave enthousiaste et tout, en mode ouais et tout. Il lui donnait du gaz, quoi. À savoir qu'il venait encore une fois de sortir de sa période universitaire. Et donc du coup, tout ça, c'était nouveau pour lui, quoi. Et du coup, directement, être confronté à une grande resta comme ça qui vient toquer à ta porte et qui kiffe tes vêtements, qui kiffe tes designs, franchement, c'est... Mac Miller a pris quelques vêtements. Et là, un jour, stupéfaction, Colm, il va sur iTunes et il voit en bannière une photo de Mac Miller avec sa casquette florale. C'était son imprimé iconique quand il était encore au lycée et qu'il vendait ses vêtements. Il était confronté à ses premières critiques disant que sa marque était pas assez brandée. Et donc là, il a vraiment tout misé sur le branding. On voyait sur la photo uniquement la visière comme ça. Il y avait uniquement Kid Super qui faisait ça. C'était son branding, quoi. Et même jusqu'à maintenant, ses vêtements ont vraiment un branding unique. Ces vêtements sont vraiment fortement brandés. En 2010, avoir une homepage avec une resta comme Mac Miller, c'est une dinguerie, un truc de fou. Et donc du coup, il était archi fier. Première personne qu'il appelle sa maman, mais là tu vois, Colm Dylan, c'est un délire. Ah putain, ce monsieur là, non, c'est trop. Première personne qui l'appelle, c'est sa mère. Il lui dit I made it. J'ai su ça, franchement, ça a mis des palpitations cardiaques. Non, monsieur. Encore dans sa période universitaire, il a une idée en tête. Son idée est de transformer entièrement sa chambre de dortoir universitaire en pop-up shop. Le mec est fou. Il a commencé à peindre et tout. On verra également que dans toutes ses boutiques, etc., même sur ses designs, sur ses vêtements, c'est vraiment très enfantin. Donc du coup, là, il a vraiment retranscrit ça dans sa chambre de dortoir, quoi. NYU, la New York University, ils savent ça, que genre, en gros, il y a un jeune qui vient et qui transforme sa chambre en pop-up. Non. Donc il y a l'administration qui est venue et qui lui ont dit gentiment gros, va falloir arrêter, quoi. Kicked out of my dorms for spray painting the walls and turning my room into a store. I said fuck it, I'm gonna get a store and live in the back. No one believed me. Et c'est là qu'il a vraiment investi dans son premier bâtiment, Kid Super, le bâtiment emblématique qui se trouve à Brooklyn et qui se nomme The Kid Super Studio, où il peut vraiment exprimer entièrement sa créativité. Mais bon, comment Kid Super est passé du local à Brooklyn, qui n'est pas non plus un quartier super fameux de New York, à une marque internationale? Comme dit précédemment, son premier shop, il l'ouvre à Brooklyn. C'est pas un quartier de ouf, quoi. Il y a un train qui passe juste à côté, donc c'est extrêmement bruyant. C'est sur une rue archi ghetto, quoi. On n'est pas à Soho, on n'est pas à Manhattan. Non, on est à Brooklyn, genre. Il n'y a pas d'autres commerces à côté. À cette même époque, il a sa première collaboration avec Converse, qui lui offre
une somme de 5000 $. Il lui laisse carte blanche pour une de ses campagnes. À cette époque-là, même lui avait pas compris. Il était en mode, wesh, mais moi je vais pas vous donner 5000 balles pour une campagne. Et l'équipe Converse était en mode, mais non, c'est pas toi qui nous donne 5000 balles, c'est nous qui te donnons 5000 balles. Et tu fais ce que tu veux. Juste, mets ta créativité. Et il était en mode, mais what? Ok, donnez! Pour lui, ouais. Enfin, c'était quelque chose qu'il aurait même pu faire gratuitement, quoi. À cette époque-là, encore une fois, c'était encore les débuts. Tout ce qu'il pouvait prendre comme collaboration, il l'aurait pris. Et il aurait même pu dépenser de l'argent pour avoir cette reconnaissance-là. Faut savoir qu'avant, à cette époque-là aussi, c'était pas, enfin, il y avait pas encore tout ce qui était influenceur, où c'était vraiment, il y avait très peu d'influenceurs, etc. On payait pas encore les gens pour promouvoir des choses, une entreprise, etc. C'était pas aussi commun qu'aujourd'hui de payer un influenceur pour faire de la publicité pour une marque avec sa communauté. Ça n'existait pas encore, ça n'existait pas du tout à cette époque-là. Là qu'on le démarche, qu'une marque comme Converse vienne et lui démarche avec 5000 $, enfin, à cette époque-là, c'était un truc de ouf. Et avec ces 5000 $ là, il va s'en servir pour commencer à faire les premiers gros travaux dans Kid Super Studio. Il a vraiment misé tout l'argent pour sa déco un peu inspi Willy Wonka. Ça devient vraiment son chez lui, quoi. Faut savoir que dans son studio, il fait tout. Dans Kid Super Studio, il y a un studio d'enregistrement, il y a une pièce pour pouvoir vendre ses vêtements, il y avait tout son stock également à l'intérieur, il y avait ses potes et tout, des fois qui venaient pour squatter, quoi, pour crécher là-bas. Lui-même, il dormait là-bas, c'était son chez lui, c'était son squat, c'était tout. Il faisait tout à l'intérieur, quoi. C'était vraiment son cocon de créativité, mais de fou, quoi. Et voilà comment Kid Super Studio est né. Dans son studio d'enregistrement, il va même y mettre la fameuse porte M&M's. Il avait déjà son studio d'enregistrement, mais pour la porte, il voulait absolument une porte de distributeur. Et là, il est là dans la rue et il voit un distributeur M&M's. Il se dit quoi? Je vais la péta. Et là, il commence à voler la porte du distributeur M&M's. Une fois qu'il arrive à Kid Super Studio, avec tous ses potes, il est là et il voit la porte du distributeur M&M's. Et à l'intérieur de cette porte de distributeur, il y avait une citation qui l'accompagnera tout au long de sa carrière, où il y avait écrit "Only those who want to be forgotten give up." Only those who want to be forgotten give up. It's the missing piece, boys. We're ready. For what? Et ça va vraiment devenir son mantra jusqu'aujourd'hui, quoi. Car il faut savoir que Kid Super, dès ses débuts, il y a eu vraiment beaucoup d'embûches. Il a vraiment dû s'accrocher à ses rêves pour en arriver à là aujourd'hui, à faire autant de collaborations et pouvoir en vivre, quoi. Parce qu'au début, c'était vraiment pas facile, mais vraiment pas. Et c'est vraiment une leçon pour tout entrepreneur, pour toute personne qui veulent réussir dans la vie. C'est vrai que surtout notre génération aujourd'hui, on est vraiment une génération très micro-ondes. On veut tout assez rapidement. Ce qui fait que, du coup, une fois qu'on commence à arriver dans les premières embûches, une fois qu'on commence à avoir les premiers échecs, on abandonne directement. Alors que non, c'est ces échecs-là qui te permettent de glow up, en gros. Le succès n'est pas immédiat. Il y a certaines personnes qui ont de la chance. On peut pas le nier. La chance existe, quoi. Enfin, il y a certaines inégalités. Et c'est comme ça, malheureusement, tu vois. Il y a les Nipo Babies. Enfin, mais malgré cela, X, Y, Z, même toi qui m'écoutes, si jamais t'as un projet ou quoi au caisse, n'abandonne jamais. Même si tu passes par un moment ultra difficile, même si X, Y, Z te dit que ton projet il est chelou. Si c'est des commentaires ou des critiques qui sont fondées et qui peuvent t'aider, prends-les. Et les échecs aussi, prends-les. Prends-les comme une force. Prends-les comme des leçons. Lève-toi, prends ces leçons et continue d'avancer. Quoi qu'il arrive, continue. Avance. Un pied devant l'autre. Ça va être dur, mais tu vas avancer. Ok? Let's go. Grâce à ce studio d'enregistrement, il va même se faire connaître au niveau musical, quoi. On peut nommer le chanteur Russ, qui est en pleine ascension fulgurante à cette époque-là. Il a fait son premier EP de 4 chansons dans le studio d'enregistrement de Cole. Yo, I'm back in fucking Kid Super. In the base. Yo. This was what trying to get on looked like. You feel me? Hold on. This was it. This is where I made Cherry Hill pull the trigger. Wow. This is the fucking, it's dark in here, but that's the boot, Cherry Hill, Willy Wonka, pull the trigger. I used to sleep on this fucking couch for months. This is the room I did so much shit in. He's lying. Kid Super Records official. He's trying to convince me to wear these trucker hats. I can't lie, I look amazing in it, and this shirt, shout out Kid Super. You didn't at me in the other videos? Come on! Try to get my followers up! Try to get fucking hot. Yo, everyone follow Kid Super.
This is the originator of fly shit. You feel me? Quand on va à Kid Super Studio, il y a toujours la plaque comme quoi il a fait disque de platine, je crois. Il a une reconnaissance pour cette EP là, car c'est vraiment son EP qu'il a fait péter, quoi, Russ. Begging you, anything so close, right now, right now. Ce son-là, c'était une dinguerie. Une dinguerie. Et là, du coup, il est confronté à quelque chose. Tout entrepreneur veut plus grand. Il commençait à être connu dans la musique, dans l'univers streetwear. Il commençait à se faire de plus en plus de connexions, de plus en plus d'amis, que ce soit dans le domaine du rap, le domaine de la chanson. Il voulait avoir des créations plus mode que streetwear, plus couture. Et là, du coup, une mise all-in sur un show à la Paris Fashion Week. 30 000 $ pour le lieu, 180 000 $ pour l'entièreté du projet, à savoir qu'il avait que 170 000 $ dans son compte en banque. Et que la prochaine collection devait lui coûter à peu près 120 000 $. Un dilemme faramineux. Ce genre de décision totalement biaisée. Il a pas eu peur, quoi. Et lui-même, il a dit dans un de ses documentaires que les moments où il a été le plus heureux dans sa vie, c'est quand il avait les poches trouées. C'est quand il a justement tout misé dans des choses comme ça, quoi. Enfin, comme ce qu'il a fait actuellement. C'est là vraiment qu'il se sent le plus exister, quoi. I really do not care at all about money. I've had way more beautiful moments with $0 in my bank account. So now that we have a decent amount, it's just how to fund and support and make more of those amazing moments, and also creating memorable things, you know. I had a lot of goals in my life. Now I'm trying to hit them. Donc là, il joue très gros et il fait un défilé à la Paris Fashion Week. Dans ces défilés-là, et c'est là que je trouve que quand même c'est vraiment un mec trop mignon. Mais vraiment, il est trop mignon. Il défilé ses propres parents, sa mère et son père. Et cette collection-là, je trouve qu'elle a été super bien aboutie, que ce soit par la proposition stylistique. Je trouve également que par rapport à ses collections d'avant, là, sur cette collection-là, il va vraiment au bout de ses idées. Et oui, il avait l'air sentimental. C'est qu'il a appelé ses parents pour participer au show. Je trouve ça super cool, quoi. La presse s'emballe, Vogue parle de Kid Super, ça devient un phénomène mondial. C'est vraiment là qu'on commence vraiment à entendre le nom Kid Super dans le monde de la mode, quoi. Encore une fois, pour une marque aussi jeune, avoir un article entier sur toi, c'est phénoménal. Petite anecdote, à la fin de ce défilé, il était tellement ruiné que même pour rentrer chez lui, de l'aéroport à chez lui, quoi, il ne pouvait pas se commander d'Uber. Il a dû demander à un de ses potes gros, épanouis Uber, miser toutes ses économies dans un coup de poker comme ça. Pas grand monde l'aurait fait. Pour ça, franchement, Colm Dylan, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Est-ce que toi, t'aurais pu faire ce pari-là? Tout ce qu'il y a dans ton compte en banque, avec ce bruit et cet écho que la marque a eu. La marque Puma s'est vraiment intéressée à ce que Kid Super faisait et lui ont proposé une collaboration. Et pas n'importe quelle collaboration lambda, une véritable collection capsule. Puma's here at the same time, and we're designing our Kid Super Puma collab. So this is kind of a simple design that we can go off of the Kid Super sidekick to make kind of an iconic statement piece. Classic. Yeah. We do the laces like that, with, you know, like, so it's like this, and then the lace goes in and goes out. We have potential to do anything, but we just have to figure out how to make it a little different. But you want like a hard plastic, like the root one? No, that's a cool shoe. And then I think we try to make a high top. Puma's actually doing a lot of things towards sustainability. So we're trying to make one of the shoes the most sustainable. Même jusqu'à peu, dans les défilés Kid Super, on voyait encore quelques sneakers en collaboration avec Puma, pour vous dire à quel point cette collaboration-là a vraiment duré dans le temps et à quel point elle a été bénéfique pour la marque Puma. Après, il faut savoir que depuis quelques temps, la marque Puma s'est vraiment essoufflée. Il y a quelques créations qui ont permis à la marque Puma de se relever, comme la collaboration avec Rihanna sur les Creepers. Back in the day, je crois que j'étais encore en école de mode quand c'est sorti. So yes, il y a quelques collaborations comme ça qui ont permis à Puma de ressortir
leur épingle du jeu. Mais malgré cela, c'est une marque qui continue à creuser sa tombe, quoi. Et les pionniers, que ce soit Nike et Adidas, les marques sportswear comme ça, c'est souvent les sneakers qui rapportent le plus de sous. Nike, Adidas ont vraiment tous les spots sur eux, quoi. Après, il y a quelques marques qui commencent à sortir du lot, comme Salomon maintenant, comme Oka, comme On, qui sortent grave leur épingle du jeu. Et surtout, il y a certaines marques qui misent vraiment sur leur expertise dans le confort ou dans leur expertise, en tout cas dans le sport. Mais Puma n'ont pas cette chose-là. Ce qui fait que, du coup, Puma, là, c'est vraiment une marque qui disparaît de plus en plus. Enfin, on voit de moins en moins des bonnes collaborations Puma. La collaboration Puma X Kid Super a quand même pas mal marché et les designs étaient quand même assez intéressants. Après avoir conquis la Fashion Week de Paris, Colm Dylan ne compte pas s'arrêter là. Son prochain objectif est la New York Fashion Week, mais à sa manière. Comme à son habitude, il va totalement réinventer les règles du jeu. En 2019, Recycling Runway Show, qui est son premier défilé officiel à la New York Fashion Week, c'est une collection entièrement faite de matériaux recyclés. Avant le show, il a organisé Assembly Line, où les participants choisissaient des tissus issus de dons de vêtements usagés. Cette collaboration avec des artisans et avec son équipe interne a permis de créer des pièces uniques et surtout totalement upcyclées. Et ces créations ont directement été intégrées à son défilé qu'il a fait à New York Fashion Week justement. Ce défilé représentait 41 looks, tous uniques. Des robes faites de Polaroid, des blazers en patchwork ultra complexe, une vraie démonstration de créativité durable. Il montre du coup un engagement fort pour la mode éco-responsable. Ce défilé est entièrement upcyclé, mais c'est une dinguerie. Une dinguerie. Il n'y a pas une seule goutte de tissu qui vienne d'ailleurs de l'upcycling. C'est que des dons de vêtements. Le message a été de créer du neuf sans produire plus. Il faut savoir également que Colm Dylan a énormément bataillé avant d'avoir une place pour la Fashion Week de Paris. Car avoir la Fashion Week de New York, c'est cool, mais lui, il voulait vraiment s'intégrer à Paris. Car il faut vraiment savoir que Paris, c'est vraiment la capitale de la mode. Après, c'est vrai qu'il y a New York, il y a Milan, il y a Londres qui font vraiment des choses extraordinaires, mais tous les yeux sont à Paris. Que ce soit, c'est pas la seule marque, il y a pas mal de marques qui sont venues à Paris pour faire leur show et leur défilé. Par exemple, Valentino, qui est une marque italienne, vient à Paris pour faire ses shows. Off-White, avec le défunt Virgil Abloh, était une marque de base new-yorkaise. Leurs ateliers étaient basés en Italie et ils défilaient à Paris. Maintenant, leurs défilés sont relocalisés à New York depuis que Ivy Camara a repris les rênes. Ça a été relocalisé à New York, mais de base c'était à Paris pour faire autant de bruit et que tout le monde voit, que tous les magazines, la presse s'emparent du sujet de la marque, quoi. Toute nouvelle marque qui veulent se lancer savent que la Paris Fashion Week n'est pas comme les autres localisations de Fashion Week, quoi. Ici, il y a vraiment plus de chances que l'on parle de ta marque. Toutes les périodes avant 2021, ils faisaient des shows, mais ils n'étaient pas vraiment intégrés, ils n'étaient pas vraiment inscrits dans le calendrier de la Fashion Week comme toutes les marques. Si vous le savez pas, toutes les marques qui sont inscrites dans le calendrier de la Fashion Week, qui est fait spécialement par la chambre syndicale des métiers de la mode. Tous les noms ils sont catégorisés, ce qui fait que la presse, etc. sont directement au courant. Tout ce qui est PR, enfin la relation presse, les attachés de presse, etc. peuvent du coup faire leur travail d'attachés de presse, quoi, faire un maximum de bruit pour qu'un maximum de personnes, pas les personnes lambda comme vous et moi, mais un maximum de personnes dans la sphère de la mode puissent être au courant et se ramener au défilé. On est dans l'endroit où on fait les invitations. Dans les coulisses de la mode, mademoiselle est en train de préparer les invitations calligraphiées. C'est une science très très exacte. Pour Jean-Paul Gaultier et Ludovic de Saint-Sernin. Tout est écrit à la main. Il y a une invitation assez complexe. Une bougie. Il y a aussi pour la bougie les allumettes. Ok. On vient d'apprendre que Nicole Phelps du Vogue sera là. Bien, la technicité. Vous faites ça pour chaque invité? Tout à fait. Là, tu as des consignes. Incroyable. J'utilise le désert pour avoir une ligne déjà tracée. Sur certains cartons d'invitation, là par exemple, tu as déjà le prix. Ça aussi, c'est une invitation très sophistiquée. C'est plus qu'une invitation, c'est un cadeau. Mais moi, j'en ai jamais dégoûté. Est-ce que vous êtes trompé? Non. Donc c'est à 100 fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vulgarise ça un maximum pour que vous compreniez plus ou moins. Et donc printemps-été 2021, c'est là où il est vraiment accepté pour la première fois dans le calendrier de la Fashion Week. Et c'était vraiment un truc de ouf. Printemps-été 2021, ça tombe en 2020.
fin 2020, le Covid. Elle nous avait manqué sa petite coquine. Du coup, il s'est vraiment concentré dans la mode digitale, comme toutes les marques. Mais sauf que lui, il a fait vraiment un défilé totalement différent de ce que les autres faisaient. Maintenant, on sait que Colm est un artiste dans l'âme. Il a vraiment fait un show entier où il y avait uniquement des figurines. Ouais, des poupées. Il y avait des Barbie et tout. Il a vraiment fait ça en mode stop motion. Ça rendait super bien au final et ça fait vraiment un bruit monstre en tout cas. Et c'est là que j'ai connu la chanteuse Lolo Zouaï. Je la connaissais pas du tout de base. Et ouais, c'est une chanteuse française. Elle chante du coup durant le défilé quoi. Et également dans ses premiers looks de ses défilés précédents, sur les vêtements, il printait ses lettres de refus de la Fashion Week miskin. Il printait ça en mode il a toujours tout tourné en autodérision ce gars. Ce qui fait que même quand il est colère, il préfère en rire, tu vois. Et là du coup, le premier look de ce défilé là, printemps-été 2021. Sur le premier look, le top, il y a un print de sa lettre d'acceptation Paris Fashion Week. Et du coup, ça a une forte symbolique sur toute cette collection-là au final. Dans ce show-là, il y a également des figurines qui représentent des célébrités comme Kanye West, Travis Scott, le footballeur Pelé. Il y a également Stephen Hawking et même 50 Cent, entre autres. Pour sa collection automne-hiver 2021, il fait 7 courts-métrages ultra artistiques avec une qualité visuelle dingue qui prouve que la mode peut être racontée totalement différemment que de manière traditionnelle. Préférence pour la première vidéo où c'est Colm Dylan même qui est le figurant principal. Il s'est accompagné d'un lookbook qui met en valeur les tenues directement dans ces courts-métrages là. Défilé physique, stop motion, court-métrage, Kid Super réinvente le format à chaque saison. Mais après tous ces moves, est-ce que Colm Dylan a pour toi la reconnaissance qu'il mérite ? Après avoir retourné la Fashion Week avec ses concepts fous, Colm Dylan commence enfin à avoir la reconnaissance qu'il mérite. En 2021, il touche du doigt le Graal, le LVMH Prize, l'une des plus hautes distinctions pour une jeune marque comme la sienne. À la clé, 300 000 € et 1 an de mentorat avec le groupe LVMH. En 2021, Colm Dylan est nominé avec sa marque Kid Super. Malheureusement, il ne remporte pas le prix. C'est Nancy Dojaka. J'en ai fait une vidéo TikTok d'ailleurs. On a Nancy Dojaka, une créatrice d'origine libanaise basée à Londres. Elle a notamment remporté le prix LVMH en 2021 et ses designs ont rapidement conquis des icônes de la mode. On a vu ses vêtements portés par des stars comme Bella Hadid ou encore Zendaya. Les vêtements qu'elle nous présente sont une réinventation de l'élégance minimaliste. Des découpes ultra sexy, des tissus transparents et des looks qui célèbrent le corps sans jamais être vulgaires. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok si jamais vous ne suivez pas. Je le mettrai en description. Bref, Nancy Dojaka est une marque ultra féminine, élégante et raffinée. Colm Dylan et Kid Super remportent le prix Karl Lagerfeld. C'est le prix juste en dessous. I hope the mentorship starts tonight because I think we're going dancing, right, Delphine? Well, thank you so much. Il remporte donc 150 000 € et 1 an de mentorat également avec le groupe LVMH. Les 150 000 $, c'est très bien. On peut le savoir, il aime bien se mettre à la paille. Il a pas peur de dépenser ses sous. Mais c'est pas les 150 000 € qui le font vibrer. Ce qui l'intéresse le plus avec ce prix-là, c'est l'écho que sa marque peut avoir. Déjà, pour commencer, participer à ce prix-là, ça te donne une reconnaissance dans le milieu de la mode. Et également 1 an de mentorat avec LVMH, ce n'est pas rien. C'est énorme. L'année de mentorat, c'est vraiment une année où ils t'apprennent vraiment les fondements de comment être un entrepreneur dans le monde de la mode. Et c'est super important. C'est même limite, enfin, on va pas dire plus important que le prix en lui-même. Enfin, le prix, les 150 000 € pour lui ou les 300 000 € pour le premier lauréat. Mais c'est très important parce que ça te permet de pérenniser ta marque sur le long terme. Ça te permet d'avoir tes premiers contacts, travailler, de bosser, de pouvoir voir comment les plus grands se fournissent, comment les plus grands travaillent, leur main d'œuvre, etc. Ça te permet vraiment d'avoir un mentorat mais vraiment poussé, quoi. Et on peut le voir sur pas mal de marques qui ont eu ce fameux lauréat. Ils ont un gain de qualité juste après par rapport à leurs vêtements, par rapport à leur branding, par rapport à leur image de marque. L'image de marque et le marketing pour une marque, c'est ultra important. On doit avoir un certain mentorship pour pouvoir glow up au niveau de l'image de marque. La même année, il a eu le CFDA Vogue Fashion Award, qui est un prix délivré par Anna Wintour. Cette fois-ci, en France, le LVMH Prize, c'est par la famille Arnault, quoi. Delphine Arnault, qui a créé le LVMH Prize. Il a été également nominé du fameux CFDA Fashion Award.
Sa collection printemps-été 2022, c'est justement sa collection juste après sa victoire du LVMH Prize et on sent directement que le mentorship qu'il a eu avec LVMH Prize a porté ses fruits. La différence est frappante. Il y a clairement un avant-après. Au niveau de la qualité de ses vêtements qui est vraiment améliorée de fou, la présentation également de ses collections, ça reste dans la même ADN mais on sent qu'il y a plus de storytelling. Le final de cette collection, il demande à 300 personnes à New York qu'est-ce qu'il voulait faire à tout prix avant de mourir. Un message important et surtout ultra positif qui montre en gros qu'on ne vit qu'une fois quoi. Donc autant aller jusqu'au bout de tes projets parce qu'on va tous die quoi. What do you want to do before you die? Wow. Oh God. Wow, that's a damn good question. Go skinny dipping, ride in a hot air balloon, Travel to space. Ride on a unicorn. bungee jumping, jump out of an airplane, skydive, Skydiving. skydive, probably skydive. I've always wanted to skydive. I want to jump out of a plane. I'm so scared, but I just want to Jump off a plane or some shit just like. If you took me, yeah, I'm gonna go. I just started my life over actually. It's a hard one. I want to skydive. Check up on me, now I'm tweaking. Woke up in a different region, pick it up. Remember I was in the deep end, but that was when I had no reason to get to my head, straight to my head, it all went to my head, straight to my head. Automne-hiver 2023, c'est une de ses collections que j'ai préféré regarder. Il en a fait une vidéo également en digital. C'est vraiment présenté comme un mini-film. J'ai trop kiffé. C'est un mix de tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Du coup, c'est un court-métrage. On voit également un petit peu de stop motion. Il y a ses amis et lui-même qui portent du coup ses créations. Il y a même Marc Jacobs qui fait une petite apparition. Après le LVMH Prize, Colm et Marc Jacobs sont devenus un petit peu amis. Marc Jacobs est aujourd'hui un soutien important pour Colm Gillen. Cette collection a vraiment une valeur sentimentale très forte. Elle représente l'esprit de Kid Super de ses débuts à où est-ce que Kid Supreme en est aujourd'hui. Printemps-été 2023, c'est son premier show post-Covid. Et également, c'est son premier show où il est officiellement inscrit dans le calendrier de la Fashion Week. Le public participait directement au show, dans une sorte de vente aux enchères. Il y a même un tableau qui s'est vendu pour plus de $200 000. Au bout du spectacle, il y a un tableau qui devient vivant. On voit d'ailleurs tout le processus qu'il a fait pour rendre vivant un tableau, quoi. We tried Velcro, failed. Magnets initially failed. Clips, failed. Then we went back to magnets, and now magnets is actually working pretty well. Franchement, sans vous mentir, à la fin de ce défilé-là, mes larmes ont coulé. Très sensible. Il y a des périodes comme ça où je suis très sensible, je pleure pour rien. Mais vraiment. Enfin non, mais là c'était trop touchant. Ces défilés-là, son père a également défilé pour lui, quoi. Je mettrai tous les liens en description comme ça si jamais vous voulez regarder ces shows ou ce défilé-là en particulier, tout sera en description. Et si je te disais que Colm Gillen a également designé pour Louis Vuitton. Et ouais, c'était en 2023, la période charnière où malheureusement Virgil Abloh nous a quittés et Pharrell Williams n'était pas encore aux commandes de Louis Vuitton. Cette collection charnière, c'est Colm Gillen qui s'en est occupé avec l'équipe interne. Cette collection-là, c'était un banger. Une collection Louis Vuitton comme on ne voit plus aujourd'hui. Enfin, Pharrell Williams, certes, il a une grosse influence médiatique. Pharrell Williams, c'est ça qui est son fort, quoi. Le premier show Louis Vuitton, celui qu'il a fait à Pont-Neuf. Je me rappelle, je travaillais à Pont-Neuf à cette époque-là. Ils ont barricadé Pont-Neuf carrément. Le Pont-Neuf, ils l'ont barricadé. Ils ont peint dessus le monogramme Louis Vuitton. Pour justement, c'était vraiment un show de fou malade. Il y avait tout le monde, Rihanna, Beyoncé, et j'en passe. Tout le monde, tout le gratin était là. Enfin, il a une notoriété, il a une influence, c'est Pharrell Williams. C'est l'un des chanteurs américains les plus influents du monde, on va le dire. Donc ouais, il a une influence phénoménale. Louis Vuitton savait ça, quoi. Et c'est pour cela que, enfin, c'est grâce à ça que Louis Vuitton vend. Mais on sent également que la patte artistique de Louis Vuitton cesse vraiment d'exister, quoi. Virgil Abloh a ramené une patte, il avait une patte de fou malade, une créativité folle. Virgil Abloh a ramené quelque chose de plus frais, du streetwear dans le luxe, il a incorporé les sneakers, il y a eu une atmosphère vraiment très industrielle,
qui caractérisait Virgil Abloh, streetwear, etc. Ça matchait de fou et c'était pas uniquement dans le cliché, c'était vraiment extrêmement bien travaillé. Tout Virgil Abloh, quoi, un artiste de fou. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui. Si jamais, je la mets dans le petit i et en description, que vous sachiez à quel point ce mec c'était un crack. Colm Gillan a vraiment continué et a respecté énormément la legacy de Virgil Abloh tout en ajoutant sa patte. C'est tout ce qu'un directeur créatif doit faire. Les créations étaient juste folles, mais vraiment. Il faut savoir également que Colm Gillan, c'est vraiment un créatif. Il dessine, il peint, il fait tout. Il est vraiment dans l'art avec un grand A, comme Virgil. Virgil était vraiment dans l'art avec un grand A également. Il était également architecte. Il a fait des études d'architecture. Il a fait des études d'ingénierie. Il était également DJ. Pharrell Williams, lui, est juste là pour ramener son influence, donner ses grandes lignes en termes de tendance. Il s'intéresse à la mode, mais enfin voilà, c'est un fashion addict, on va dire. Même le dessin, je parle même pas du dessin, mais apporter une certaine tapate, quoi. Aujourd'hui, chez Louis Vuitton, qu'est-ce qu'il a ramené, Pharrell Williams? Il a ramené un monogramme en Tetris, là. Mais à part ça, il a rien ramené d'autre. Hein. Il surfe que sur ce que Virgil Abloh et Colm Gillan ont laissé à la marque comme héritage. Mais sinon, il a rien ramené à Louis Vuitton, rien. Certes, Black Owned Business et tout, je suis grave content, c'est un Renoir et tout, à la tête d'une très grande maison, genre représente, tu vois. Enfin après, je suis personne pour dire ça, hein. Il fait du chiffre. Donc, il fait son rôle de directeur, il fait du chiffre. Mais au niveau artistique, il y a rien de nouveau, quoi. Il y a rien. Il y a la première collection de Pharrell qui était quand même fun, j'avoue, c'était un peu bien, avait des pièces assez cool. La dernière collection de Pharrell Williams, automne-hiver 2025-2026. Heureusement qu'il y a Nigo qui est venu ramener un petit peu sa patte. Il y a pas la patte, il y a pas de patte Pharrell Williams, quoi. C'est une icône culturelle avec une énorme influence et c'est donc ça qui booste les ventes, quoi. Louis Vuitton devient beaucoup plus commercial. J'aurais kiffé si ça aurait été Colm Gillan qui aurait pris la tête de Louis Vuitton, mais parfois l'industrie préfère les noms bankable plutôt que la créativité, malheureusement. C'est comme ça, c'est l'industrie. 2 jours après avoir fait le défilé Louis Vuitton, Colm Gillan enchaîne avec un show totalement what the fuck pour Kid Super. Comme d'hab, il fait rien comme tout le monde, ce type. Un défilé? Non. Un stand-up de comédie, wesh. Où il y avait Tyra Banks, Jeff Ross, Andrew Schultz, Andrew Santino, Theo Vogue, Yvonne Orji. Il y avait même Farid pour représenter la France, quoi. Même J Balvin qui a fait un petit sketch également. Et encore une fois, il a totalement cassé les codes, quoi. Quand Colm Gillan dit Everything is possible, il le pense vraiment. Après avoir cartonné avec Kid Super, collaboré avec Louis Vuitton, les collaborations s'enchaînent. Et aujourd'hui, il est partout. Il a collaboré avec des artistes comme Shawn Mendes, J Balvin, A$AP, Joey Badass, Kehlani, Russ, Lolo Zouay, Steve Aoki et Bad Bunny, entre autres. Plus récemment, il a même fait une collaboration avec Hug et même Canada Goose. Automne-hiver 2023, une approche beaucoup plus couture, avec toujours des références au football. C'est un défilé que j'ai vraiment aimé aussi, mais pour la touche poétique, très couture. Il y a toujours l'esprit enfantin, mais beaucoup moins caricatural. Et c'est pour cela que j'ai vraiment aimé cette collection-là. Un final marquant pour ce défilé-là, il y a Ronaldinho qui défile pour lui. Ronaldinho, quoi. Printemps-été 2025, il défile avec le Cirque du Soleil. Toujours dans l'innovation, il repousse encore plus ses limites. Des mannequins, des marionnettes carrément. Et cette collaboration avec le Cirque du Soleil en a fait un show hors du commun. Il a également travaillé avec l'influenceur qui en ce moment cartonne sur Instagram, Wisdom K. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a vraiment aidé dans tout ce qui était processus stylistique. Un destin est créé depuis l'enfance. À 13 ans, il est créé sur tous les toits qu'il allait devenir entrepreneur. Et aujourd'hui, il a construit un empire où tout est possible. Colm Gillan est l'un des designers les plus créatifs et les plus influents du moment. Kid Super est bien plus qu'une marque. C'est un état d'esprit. Et si t'as bien suivi cette vidéo, t'as capté. Everything is possible. Si t'as kiffé l'histoire de Colm Gillan et de Kid Super, dis-le moi dans les commentaires, n'hésite pas également à me dire quel autre designer ou créateur tu veux que je fasse dans le prochain opus. Et d'ici là, porte-toi bien, la bise.